Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir l'anatomie du muscle poussier de la face. La face est une structure anatomique complexe formée par la superposition de plusieurs couches de tissu mou reliées par des structures de connexion. L'ensemble de ces structures va former une enveloppe faciale qui est responsable de l'expression du visage. L'enveloppe faciale repose sur une architecture rigide osseo-cartilagineuse qui lui confère sa forme générale. Si on veut disséquer la face, on va trouver de la superficie vers la profondeur la peau, ensuite le tissu cellulaire sous-cutané, et ensuite on va trouver le système musculo-aponeurotique superficiel appelé SMAS. Ensuite, on va trouver l'espace sous SMAS qui est facilement décollable. Et enfin, on va trouver la région viscérale qui est recouverte par du fascia facial profond ou du périoste selon les régions desséquées. Les muscles poussiers de la face présentent des particularités anatomiques. Premièrement, c'est l'unicité fonctionnelle, c'est la mimique. Ces muscles sont responsables de l'expression des émotions, des sentiments, etc. Deuxièmement, c'est l'unicité d'innervation par le nerf facial. L'ensemble de ces muscles est innervé par les branches du nerf facial. Et enfin, ce sont des muscles qui n'ont pas, pour la plupart, des insertions osseuses, leur conférant l'aspect ou la qualité du muscle poussier. Sur cette maquette est représenté l'ensemble du muscle poussier de la tête et de la face. On peut classer les muscles poussiers selon leur topographie. On a un muscle crânien ou épicrânien, c'est le muscle occipito-frontal. On a un groupe musculaire péri-orbitaire. On a un groupe musculaire nasal et un groupe musculaire péri-buccal. Et un muscle cervico-facial représenté par le platysma. On peut également les diviser selon le plan fonctionnel en muscles moteurs des paupières et des sourcils, les muscles moteurs du nez et les muscles moteurs de la bouche. Ces différents muscles, on a expliqué tout à l'heure qu'ils ont des points communs. Parmi ces points sont situés autour des orifices naturels de la face. Donc, on va commencer par le premier muscle, c'est le muscle épicrânien, représenté par le muscle fronto-occipital. C'est un muscle digastrique appliqué sur la boîte crânienne. Il est composé par le muscle frontal, ici, et le muscle occipital. Le muscle occipital, c'est le ventre postérieur de ce muscle, et le muscle frontal, c'est le ventre antérieur. Ces deux muscles sont reliés par une aponévrose appelée Gallia ou aponévrose épicrânienne. Le muscle occipital prend origine au niveau de la ligne nucale supérieure et la région mastoïdienne de l'os temporal et se termine au niveau du bord postérieur du Gallia aponévrotique. Le muscle frontal prend origine sur le bord antérieur du Gallia aponévrotique et se termine en s'insérant à la face profonde de la peau de la région sourcilière et intersourcilière. L'action du muscle fronto-occipital, c'est un muscle tenseur du Gallia aponévrotique. Il va mobiliser le cuir chevelu d'avant en arrière. Lorsque le muscle frontal se contracte, il va remonter les sourcils en formant les rides horizontales au niveau du front. Il ouvre également la fente palpébrale en association avec les releveurs des paupières supérieures.
Celui-là, donc l'action de ce muscle va traduire l'étonnement et la tension. Alors maintenant, on va voir le deuxième groupe, c'est le groupe du muscle péri-orbitaire. On va commencer par ce muscle, le muscle corrugateur de sourcil ou le muscle sourcilier. L'origine, c'est au niveau de l'extrémité médiale de l'arcade et se termine au niveau de la face profonde de la peau de sourcil dans ses deux tiers internes. L'action de ce muscle, il fronce les sourcils, c'est-à-dire rapprochement des sourcils. Il exprime la sévérité, la désapprobation, réalise ce qu'on appelle le front de penseur. Il a aussi un rôle oculoprotecteur à la lumière brutale, l'éblouissement. Il provoque ce qu'on appelle aussi les rides du lion. Les rides du lion sont des sillons verticales situés sur le front, entre les deux sourcils. L'apparition de ces rides est souvent mal vécue car elles donnent au visage un air sévère et social. Ce sont des rides d'expression qui apparaissent suite à une expression faciale répétée dans le temps ou du fait de plisser les yeux pour mieux voir ou pour éviter d'être ébloui par une lumière trop prononcée. Pour lutter contre ces rides, on utilise en médecine esthétique l'injection de botox ou de l'acide hyaluronique. Ensuite, on a le muscle procerus ou le muscle pyramidal du nez. C'est un petit muscle allongé sur le dos du nez. L'origine, c'est la partie inférieure de l'os nasal et la partie supérieure du cartilage. Il se termine au niveau de la face profonde de la peau de la région intersourcilière. L'action de ce muscle, il attire en bas la peau de l'espace intersourcilier. Il traduit donc la menace, c'est le muscle de l'agression. Ensuite, on a le muscle orbiculaire de l'œil. C'est un muscle large, immense, tendu de l'angle médial de l'orbite, au niveau des lèvres antérieures et postérieures de la gouttière lacrymale, à l'angle latéral de l'œil. Il comprend une partie ou une portion palpébrale, on le voit ici, et une portion orbitaire. Voici la portion orbitaire. Alors l'action de ce muscle, il ferme les paupières. C'est l'occlusion de la fente palpébrale. L'expression, il traduit le mouvement spontané de la protection à l'éblouissement, à l'agression. Il marque aussi le souci et la préoccupation. La fermeture solide des yeux est assurée principalement par la partie orbitaire de ce muscle. La partie palpébrale assure une fermeture légère. La sollicitation de ce muscle, ou tout simplement avec l'âge, on a la perte d'élasticité de la peau de cette zone, on a l'apparition des rides au niveau du coin externe de l'œil. On les appelle les rides pattes d'oie. Le traitement de ces rides repose sur plusieurs techniques comme le lifting temporal qui remet en tension les muscles de la peau de cette région ou tout simplement l'injection de l'acide hyaluronique ou de toxines botuliques. On continue avec le groupe du muscle moteur du nez avec le muscle nasal. On voit ici une partie de ce muscle, c'est la partie transverse puisqu'il est formé de deux parties. Ici, on voit la partie transverse qui est triangulaire. Il se termine sur le dos du nez où il se continue avec son homologue de l'autre côté. La deuxième partie, c'est la partie alaire. On va le retrouver ici, qui va recouvrir le cartilage alaire et se termine à la face profonde de la narine. La fonction de ce muscle, il va attirer l'aile du nez en haut et en dehors, donc il va augmenter
le diamètre transversal de la narine. C'est un muscle dilatateur. Le deuxième muscle, représenté par le muscle abaisseur de septum nasal, qui n'est pas représenté sur cette maquette, mais on va le retrouver ici, à la partie inférieure du nez. C'est un muscle plat, quadrilatère. Prend origine au niveau du saillie alvéolaire de la canine, sur l'os maxillaire, et se termine au niveau du septum nasal, au niveau de la partie cartilagineuse du septum nasal. L'action de ce muscle, c'est un abaisseur de l'aile du nez. Il rétrécit l'orifice nasal dans son diamètre transversal. Et il va également abaisser la lèvre supérieure. C'est le sillon formé entre les deux muscles abaisseurs du septum nasal, à ce niveau-là, forme le sillon nasolabial. Maintenant, on va voir les muscles moteurs de la bouche. Et on va commencer par le muscle élévateur de la lèvre supérieure et de l'aile du nez. On le voit ici, muscle élévateur de la lèvre supérieure et de l'aile du nez. L'origine de ce muscle, c'est au niveau de l'os maxillaire et au niveau de la masse musculaire du muscle orbiculaire de l'œil. Il se termine au niveau de la face profonde de l'aile du nez et au niveau de la face profonde de la lèvre supérieure. L'action de ce muscle, il attire en haut l'aile du nez et la lèvre supérieure. Ce muscle permet l'expression de déplaise et d'insatisfaction. Ce muscle est particulièrement sollicité en cas de détresse respiratoire chez le nourrisson, donnant ce qu'on appelle le battement des ailes de nez. Ensuite, on a le muscle élévateur de la lèvre supérieure. On le voit ici, ce petit muscle-là, qui va prendre origine en dessous du foramen infraorbitaire du maxillaire et se termine au niveau de la face profonde de la peau commissurale de la lèvre supérieure. Voici donc le muscle élévateur de la lèvre supérieure. Il a comme action l'élévation de la commissure de la lèvre supérieure, creusant le pli nasogénien, découvrant ainsi la canine. Il est le plus important muscle du rire avec le muscle résorius. Ensuite, on a le muscle petit zygomatique. On le voit ici, le muscle petit zygomatique, qui va de la partie moyenne de la face latérale de l'os zygomatique vers la face profonde de la peau de la lèvre supérieure. Il a comme action, il va attirer la lèvre supérieure en haut et vers l'extérieur. Ensuite, on a le muscle grand zygomatique qui va de la face latérale de l'os zygomatique en dessous et en arrière du muscle petit zygomatique. Il va se terminer sur la face profonde de la commissure labiale. Il va donc attirer la commissure des lèvres en haut et en arrière. Il exprime le rire, la joie. En cas de paralysie faciale, le déficit de la musculature homolatérale se manifeste par des lèvres pendantes. On a ensuite le muscle buccinateur qui va de bord alvéolaire du maxillaire et de la mandibule vers la commissure labiale où il se fond en partie avec le muscle orbiculaire de la bouche. Alors l'action de ce muscle buccinateur, il va attirer la commissure labiale en arrière, allongeant ainsi la fente buccale. C'est un muscle qui aide aussi à la mastication. Il s'agit du muscle du trompitiste qui permet d'expulser l'air de la cavité buccale. Ce muscle forme la structure musculaire de la joue. Le muscle résorius, on le voit ici, ce petit muscle qui est situé à la partie moyenne de la joue et se termine au niveau de la commissure labiale. Il attire la commissure des lèvres vers l'extérieur et en arrière.
c'est le muscle du rire. Le muscle abaisseur de la lèvre inférieure, c'est un muscle situé sur le bord latéral de menton et de la lèvre inférieure. L'origine, c'est au niveau du tiers antérieur du bord latéral de la mandibule. Il se termine sur la face profonde de la peau de la lèvre inférieure. Il a comme action d'attirer la lèvre inférieure en bas et vers l'extérieur. Ensuite, on a le muscle mentonnier ou le muscle transverse de menton. Il va de saillie alvéolaire des deux incisives et canines inférieures et se termine au niveau de la face profonde de la peau de menton. Il a comme action d'élever le menton puis la lèvre inférieure. Il exprime le doute et l'indécision. Ensuite, on a le muscle abaisseur de l'angle de la bouche. C'est un muscle triangulaire, large et aplati. Il va de bord inférieur de la mandibule et se termine au niveau de la commissure labiale. Il a comme action d'attirer la commissure labiale en bas et en dehors. Il exprime la tristesse et le pleur profond. On a également le muscle orbiculaire de la bouche. C'est un muscle circulaire, péribuccal, constricteur principal, qui occupe l'épaisseur des deux lèvres. Il est formé de deux parties, une partie marginale périphérique, supérieure et inférieure, et une partie labiale, centrale, supérieure et inférieure. L'origine, c'est au niveau du maxillaire et de la mandibule. Il se termine au niveau de la peau de toute la bouche. Il a comme action de rapprocher et comprimer les deux lèvres, permet aussi la protrusion des lèvres, c'est-à-dire le sifflet, par la partie marginale, et permet aussi de pincer les lèvres par la partie labiale.